Bonjour à tous. Alors comme nous sommes séparés, je vous fais un petit enregistrement pour continuer l'explication du texte de Victor Hugo, Les Contemplations, livre 1. Le poète s'en va dans les champs. On avait travaillé sur la première partie du texte ensemble en classe. On était arrivé jusqu'à l'évocation des grands arbres profonds qui vivent dans les bois. Alors vous pouvez commenter le choix de l'environnement. Les bois, c'est un environnement naturel et sauvage, qui n'est pas marqué par la main de l'homme. Et donc, c'est un environnement que vous pouvez rattacher au romantisme, puisque le romantisme va valoriser la nature sauvage comme lieu d'une présence mystique, comme lieu qui va élever l'homme vers le sacré, vers les idées. Donc tout ça, vous le rattachez au thème romantique, le fait qu'il ait choisi ainsi d'errer dans les bois, de se promener dans les bois. Vous n'oubliez pas que les bois, eux, sont un environnement statique, donc tout l'environnement dans lequel le poète évolue depuis le début est un environnement statique, alors que lui est dynamique. Donc le poète, lui, en revanche, il est en mouvement. Reprenez le s'en va du début. Donc vous avez une opposition. Tout le poème est centré sur cette idée d'opposition complémentaire. Alors qui rencontre-t-il dans ces bois? Tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables, les saules, le touridé, les chênes, le vénérable, l'orme au branchage noir de mousse appesantie. Quand vous regardez le fonctionnement, l'organisation de ces 4 vers, de ces 3 vers, vous vous rendez compte qu'on a affaire à une énumération. Alors, je vais mettre au même niveau. Donc tous ces vieillards, ensuite, vous avez une énumération. Mais cette énumération, elle est structurée. C'est pas en vrac. Comment est-elle structurée? Vous avez repéré, elle est structurée par des effets rythmiques et par des effets musicaux. Donc vous avez à la fois des effets rythmiques. Je reprends, si mon ordinateur veut bien. Et vous avez des effets musicaux, donc mélodiques. Alors les effets rythmiques, c'est le fait que vous avez une organisation, vous avez 6 groupes, donc un double rythme ternaire, et donc if, tilleul, érable, 3 dans le même vers, donc 3 sur les 8 syllabes, les ifs, les tilleuls, les érables, 8 syllabes, donc 3 dans le premier hémistiche du premier vers, et les 3 autres répartis sur les 2 autres vers, 2 dans le premier vers, 1 dans le dernier vers. Donc vous avez vu, on fait 3, 2, 1. Et à l'inverse, les groupes, évidemment, vont devenir de plus en plus longs. Donc les premiers sont monosyllabiques ou disyllabiques, if, tilleul, érable. Les autres, par contre, sont amplifiés grâce à des adjectifs. Ok? Donc ça, il faut que vous le commentiez. Donc les ifs, les tilleuls, les érables, ça va très vite, on a vraiment une énumération. Premier rythme ternaire, ça prend seulement un hémistiche, enfin un peu plus d'un hémistiche, ça déborde de 2 syllabes sur l'hémistiche normal de l'alexandrin, mais vous vous souvenez que Victor Hugo adore jouer comme ça sur les rythmes de l'alexandrin. C'est une des bases des innovations, entre guillemets, de ce qui est proclamé en tout cas comme des innovations poétiques par Victor Hugo dans ses programmes poétiques. Les autres, en revanche, se répartissent, ralentissent le rythme. Pourquoi ça ralentit? Parce qu'en fait, chaque évocation s'amplifie. Chaque évocation gagne en volume. Les saules, le touridé, les chênes vénérables, et là on retrouve un hémistiche à chaque fois. Et puis le dernier vers est complètement et entièrement rempli par l'évocation de l'orme. Ça, ce sont les effets rythmiques. Et en plus, s'associent des effets mélodiques. Vous avez repéré, par exemple, l'allitération en L dans le premier vers. Vieillard, tilleul, les tilleuls, les érables, qui se retrouvent dans les saules. Donc vous avez l'allitération qui enjambe la fin du vers et qui permet de lier. Et comme c'est une allitération en liquide, ça fonctionne très bien. Le reste. Et puis après, vous avez une assonance en et est, ridé, les, chêne, vénérable. Donc vous avez tout un jeu
musicale, et puis après, vous avez l'assonance en A, O, et en A et en O. Donc orme, noir, mousse, et puis O, branchage, appesanti. Donc je vous laisse noter tout ça, l'allitération en L, l'assonance en E, l'assonance en O et en A. Elles sont extrêmement structurées, extrêmement travaillées, ces énumérations. Il ne prend pas les arbres qu'il y a autour de lui et qui peuvent simplement être mentionnés comme ça, sans ordre, sans raison, sans cohérence. En plus, chaque arbre, évidemment, peut avoir une signification. Par exemple, les ifs ont une signification, ils sont liés à l'univers mortuaire. Donc on peut imaginer toutes les réflexions comment dire, que le poète, que ça peut susciter dans l'esprit du poète de se promener ainsi dans cet environnement. Donc, si je résume, tous ces vieillards, c'est une énumération structurée. Vous avez des effets rythmiques que je vous ai indiqués, des effets musicaux avec les assonances et allitération, assonance avec un seul N, et les allitérations. Et puis, donc ici, vous rappelez l'intérêt, enfin la virtuosité technique de Victor Hugo et des romantiques en général. La valorisation de la musicalité de la poésie, du vers. Vous pouvez faire un bref rappel de l'origine orphique, de ce mythe orphique en lien avec la poésie. Vous pouvez nous parler d'Apollon et de ses muses. Et vous pouvez rappeler que la poésie, c'est de la musique plus des images et qu'on a tout ça ici. Donc vous faites bien le rapport entre tout ça et le romantisme. Et en plus, les ifs, par exemple, ce sont des arbres. Ça peut avoir l'évocation, une connotation symbolique. Et les ifs, c'est lié au thème de la mort. Comme les cyprès. Et donc ce sont des arbres de cimetière. Et sont des arbres à feuilles persistantes. C'est pour ça qu'on les met dans des cimetières, parce que les ifs, en fait, ils vont connoter l'immortalité de l'âme. Parce qu'ils ne perdent pas leurs feuilles et qu'ils sont dressés vers le ciel. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble un if, mais bon, c'est un peu comme un cyprès. C'est dressé vers le ciel, c'est une grande masse comme ça pointue qui monte comme une flamme vers le ciel. Et comme les feuilles sont persistantes et que c'est dressé vers le ciel, ça a toutes les qualités nécessaires pour connoter l'immortalité de l'âme. Et donc, cette promenade peut susciter un rêve réflexif chez le poète, c'est-à-dire que ça suscite ses réflexions, ça facilite sa méditation. Vous vous souvenez que le titre du recueil de Lamartine, l'autre grand poète romantique, un des grands premiers, Lamartine, ce sont les méditations poétiques. Et vous rappelez que dans l'œuvre intégrale que vous étudiez, le poète est sans cesse défini comme un rêveur, mais aussi un mage, un voyant. Et vous regardez le dernier vers. C'est lui, c'est le rêveur. Donc voilà, vous connectez cette évocation-là, par exemple, avec tout ça. Les tilleuls, les érables, les saules, tout ça, ce sont des arbres qui ont une valeur médicinale, par exemple. Alors, il y a aussi des symboliques, mais on ne va pas étudier tout en détail. Ils ont aussi une valeur médicinale, donc cette nature, elle est généreuse pour l'homme. C'est pas juste un environnement, c'est aussi un environnement qui peut l'aider à soigner les maladies, qui peut l'aider à se nourrir. À partir de Saule, on voit arriver les adjectifs touridés et puis vénérables qui viennent amplifier l'évocation des arbres, leur donner de l'étoffe. Il termine quasiment sur les chênes. Les chênes, c'est l'arbre traditionnel de la forêt française. Donc, c'est un arbre qu'on trouve partout chez nous.
Et il peut nous faire penser, par exemple, à... il va connoter la majesté, la grandeur, la permanence, la force. Repensez à la fontaine, hein, le chêne et les roseaux. Et c'est pour ça qu'ils sont vénérables. Vénérable, ça veut dire digne d'être vénéré. Alors, on peut se demander pourquoi sont-ils dignes d'être vénérés? À cause de tout ça. Donc, les chênes, ils sont vénérables à cause de toutes ces qualités qu'ils ont, la majesté, la grandeur, la permanence, la force, etc. Donc, ils représentent en général, d'ailleurs, quand quelqu'un a les cheveux blancs, ces cheveux blancs lui donnent montrent qu'il est vieux, donc qu'il a de l'expérience, on va dire qu'il a une tête chenue. Et vous voyez, on renvoie à cette idée de chêne en permanence. Le chêne, c'est vraiment le roi des forêts, le maître des forêts françaises. L'orme au branchage noir de mousse appesanti, donc là vous faites bien attention, vous avez un adjectif qui est décalé par rapport à l'usage habituel de la syntaxe française. Donc il est appesanti de mousse. Appesanti, c'est une épithète détachée. C'est pour ça qu'il est accordé en i. Il est accordé au masculin parce qu'il est accordé avec orme. On est bien d'accord. Et donc cet orme, il est évoqué à travers ces branchages qui sont tournés vers le ciel, au singulier. Donc le branchage, c'est le lien entre l'arbre et le ciel, donc entre la terre et le ciel. La terre, lieu de la matière, et le ciel, lieu de l'esprit, du rêve, de la religion, etc. Et il est appesanti de mousse, il est lui-même le support de quelque chose, il est lui-même il est capable de porter autre chose. Donc ça renvoie à cette nature solide. Donc là, ça nous renvoie chez les romantiques, c'est ça vous n'oubliez pas, hein, de connecter toujours avec le romantisme. La nature est une porte, un lien qui nous rattache au monde spirituel, au monde idéal, c'est-à-dire des idées, au sens platonicien du terme. Et ensuite, il change complètement parce qu'il va... Donc là, on est vraiment dans un environnement européen, français, et il va introduire une comparaison qui fait surgir l'univers oriental. Donc comme les oulémas, blablabla, avec le moufti. Et là, vous avez donc une comparaison. Et cette comparaison, elle introduit l'univers oriental. Et cet univers oriental, il est extrêmement à la mode chez les romantiques, en littérature comme en peinture. Allez donc voir au château de Chantilly. Allez regarder les peintures orientales, ce qu'on appelle la peinture orientalisante. Horace Vernet, par exemple. Et puis Delacroix. Donc allez vous renseigner un petit peu, allez regarder des images, ça soutiendra vos analyses, des images de ce mouvement, cette mode orientalisante qui est extrêmement, vraiment forte en France au début du 19e siècle. On s'habille à la turque, etc. Et repensez à des... Il était très proche de Madame de Staël, non pas Victor Hugo, c'était Chateaubriand ça. Enfin bon, Madame de Staël, c'est la grande pré-romantique avec Chateaubriand, et c'était la mode, vous voyez, à la toute fin du 18e siècle, début 19e, pour les femmes de porter des turbans et des robes à l'orientale. Donc on a ce surgissement de l'univers oriental, et puis Victor Hugo lui-même a écrit un recueil qui s'intitule Les Orientales. Donc vous pouvez faire un pont entre ces différentes œuvres, et le fait qu'il ait choisi des termes, les notes vous disent que le moufti c'est un théologien et interprète officiel de la loi musulmane, et que les oulémas sont aussi des théologiens, donc pas exactement sur le même plan, ça vous renvoie encore à ce monde spirituel. Donc ce sont des termes religieux. Et ça nous rappelle que tout cela incite
au rêve spirituel. On n'est pas dans un... C'est un des poèmes des méditations, des contemplations, pardon, qui relève vraiment de la contemplation. Au sens plein du terme, au sens fort du terme, avec sa charge spirituelle. Alors que font-ils ces arbres? Ils lui font de grands saluts et courbent jusqu'à terre leurs têtes de feuillets et leurs barbes de lierre. Donc ce que nous trouvons développé encore, c'est... Donc c'est pas ça que je veux faire. Tac, tac, tac. Ce qu'on trouve développé encore, c'est avec vieillard, avec barbe. On a on retrouve ce thème de l'opposition des âges. Les fleurs étaient jeunes, elles représentaient la jeunesse, eux représentent la vieillesse et donc la sagesse, l'expérience, la mesure, alors que les fleurs étaient du côté de la beauté et de la jeunesse. Et donc, les arbres sont humanisés, barbe, donc c'est une personnification, dans les attributs physiques, mais aussi dans les comportements, puisque vous avez les grands saluts et les courbettes. Évidemment, les arbres ne peuvent pas se courber puisque leur tronc est ligneux, donc fait de bois, et le bois est un matériau lourd. Donc ici, on est dans la personnification. Donc je le mets au milieu parce que ça vaut pour barbe et ça vaut pour grand salut et courbe. Donc la nature est humanisée. Ouais, désolé, mon chien intervient. La nature est humanisée. Bon, je reprendrai après quand ça sera plus calme. Donc je vais mettre ça dans ses attributs physiques, comme dans son attitude. On reprend tout à l'heure.